Ok. Bienvenue à tous, bonjour. Donc, je vous souhaite la bienvenue à cette 15e édition des Jeudis d'Onco-Occitanie, le rendez-vous des soins oncologiques de support, qui sera consacré pour cette session à la socio-esthétique et aux soins médico-esthétiques. Donc, nous avons un webinaire qui va se dérouler de 13 heures à 14 heures, donc 1 heure. Je vais vous présenter quelques conseils de bonnes pratiques pour suivre ce webinaire. Alors, pour faciliter justement donc, le bon déroulement de ce webinaire, les caméras, les micros des participants sont automatiquement désactivés. Sachez que nous aurons la possibilité de vous activer les micros à la fin des 2 interventions de nos 2 intervenantes. On vous donnera le signal. En levant la main, on vous permettra de pouvoir échanger oralement, de vive voix, avec les intervenantes pour poser vos questions. Donc, on vous donnera donc effectivement le go pour ce faire. Pour échanger néanmoins pendant toute la session, vous pouvez aussi utiliser l'espace conversation, donc qui est en haut, c'est la petite bulle qui est en haut de votre barre d'outils sur le logiciel Teams. Donc, vous pouvez poser des questions par écrit qui seront reprises du coup par l'équipe et qu'on pourra poser oralement du coup à nos 2 intervenantes à la fin de leurs 2 interventions respectives. Donc, vous avez ces 2 moyens d'interaction avec les intervenants. Donc, n'hésitez pas à vous en saisir. Si vous rencontrez un problème technique, vous avez le numéro de téléphone qui s'affiche à l'écran. Vous pouvez contacter Solène, qui sera là pour vous aider à résoudre les problématiques techniques. Donc, 05 31 15 65 07. Donc, n'hésitez pas à noter ce numéro. Également, pour votre confort à l'écran, vous pouvez activer le mode galerie. Comme ça, vous aurez une meilleure visibilité de l'ensemble des intervenants. Sachez que ce webinaire est enregistré et un replay sera accessible la semaine prochaine sur le site du réseau si vous souhaitez le revisionner ou si vous devez partir plus tôt. Donc voilà, vous avez cette information-là aussi pour vous prévenir que donc, les personnes qui souhaiteront poser des questions à l'oral, si vous souhaitez également démuter votre caméra, potentiellement votre visage sera enregistré sur le replay. Donc pensez effectivement à fermer votre caméra si vous souhaitez pas être visible sur le replay de ce webinaire. Et finalement, je vais terminer sur le questionnaire de satisfaction. Donc, on vous présentera à la fin de la réunion, on vous enverra dans le chat et également, juste à la fin de mon intervention, un QR code. Donc, n'hésitez pas à le scanner, à cliquer sur le lien qui vous sera envoyé en fin de réunion pour nous donner votre avis. Donc, c'est hyper important pour nous de nous améliorer et voilà, d'avoir un peu vos avis et puis des sujets éventuels voilà, d'intervention qu'on pourrait programmer par la suite. Je vais passer rapidement sur le programme de la session, donc l'introduction que je viens de faire. Donc, nous avons 2 sujets. Un premier sujet sur la socio-esthétique, une aide à la prise en charge pluridisciplinaire. Donc, cette intervention sera faite par Marie-Christine Joulot et Ghislaine Juchot, pardon. Excusez-moi pour avoir écorché votre nom. Ce sont des interventions qui se font donc sans support de diapositive. Voilà. La deuxième intervention sera sur les actes médicaux esthétiques et les techniques non médicamenteuses. Donc, c'est Isabelle Niclès qui nous fera donc le plaisir de nous présenter ce sujet. Et bien sûr, donc, comme je le disais tout à l'heure, les échanges avec les participants qui se feront à la fin de ces 2 sujets d'une vingtaine de minutes environ. Donc, voilà, des échanges qui seront possibles à partir à peu près de 13h40 pour environ 20 minutes. Voilà, vous avez donc ici le questionnaire de satisfaction qui est accessible via ce QR code, donc n'hésitez pas à le scanner d'ores et déjà. Et je vous souhaite un excellent jeudi donc Occitanie. Et je laisse la parole à nos premières intervenantes. Merci. Bonjour, donc moi je suis Marie-Christine Joulot, je suis socio-esthéticienne j'ai fait la formation en 1995 et j'ai fait l'essentiel de ma carrière en soins palliatifs et en oncologie où j'avais un plein de temps, donc j'étais embauchée sur l'équipe mobile douleurs soins palliatifs du CHU de Toulouse où j'avais un plein de temps. Donc là, nous, avec ma collègue Ghislaine, on va vous parler donc de ce métier que l'on exerce, que l'on a exercé, parce qu'on est retraités toutes les deux. Et donc maintenant, on est au sein de l'association de l'ARS Midi-Pyrénées, association régionale des socio-esthéticiennes de Midi-Pyrénées. Et actuellement, j'en suis la présidente. Donc la socio-esthétique en oncologie, c'est un accompagnement en fait tout au long de la maladie. Ça démarre à la consultation d'annonce
Et ça va jusqu'à la réhabilitation, l'après-cancer, et voire jusqu'à la fin de vie, puisque jusqu'au bout de la vie, il y a de la vie. Donc, on intervient toujours la première fois sur indication de l'équipe soignante, hein, le médecin oncologue, l'infirmière d'annonce ou la coordination. Et on travaille également avec des associations comme l'Institut du Sein. Donc sur Toulouse, c'est l'ISGT. Et je crois savoir qu'il y en a quand même pas mal en France. Il doit y en avoir une douzaine. Donc dans notre activité, on assiste au staff, aux réunions sur dossier. On a accès aux dossiers patients et on assure les transmissions orales, écrites, voire informatiques. Donc, dans notre cursus, hein, on sait que comme on travaille dans une équipe médicale, on est tenu au secret professionnel et on a aussi une information sur l'exercice illégal de la médecine. On travaille soit en séance individuelle, donc en établissement, on travaille au lit du patient ou au fauteuil, ça dépend comment ça se passe. Et on peut également travailler sous forme d'atelier pour l'ETP, par exemple, éducation thérapeutique du patient. Donc, on est là pour prévenir et devancer les effets cutanés des traitements afin que celui-ci se déroule le mieux possible, sans diminution de dose ou report de séance. Et notre relation est empathique, notre écoute active et notre toucher bienveillant. Je vais laisser maintenant Ghislaine vous parler de ce que l'on peut faire quand on est auprès des patients ou du patient ou de la patiente. Je te laisse la parole. Bonjour, moi je suis Ghislaine Juchot, socio-esthéticienne depuis 2009. Et comme l'a annoncé Marie-Christine, à la retraite depuis peu. Pour ma part, j'ai travaillé majoritairement en la clinique Pasteur, en commençant sur 8 heures puis 23 heures, donc ça a grandi sur une dizaine d'années. Et je travaillais également aussi pour la Ligue contre le cancer en unité mobile, où je me déplaçais donc dans les établissements et uniquement en service de jour. Donc oui, je vais vous parler des différentes prestations pour lesquelles nous sommes présentes auprès du patient. Marie-Christine a évoqué l'éducation thérapeutique, qui est une grande partie, en tout cas, des interventions que nous faisons en oncologie, et qui est, cette prévention est importante pour pouvoir, on va dire, supporter au mieux les effets indésirables liés au traitement. Donc, nous faisons beaucoup de conseils pour tout ce qui va être donc les effets indésirables, qui sont axés, comme vous le savez, majoritairement sur le cutané, sur la perte des cheveux, enfin les fanères en général, les ongles aussi, donc. Et donc, par ce biais-là, nous essayons de donner des conseils et de diriger vers des professionnels aussi qui sont complémentaires à notre présence. Je pense par exemple aux prothésistes capillaires qui sont un confort important pour le patient, et surtout les guider. Enfin, dans notre domaine, c'est ce que nous faisons. Nous guidons beaucoup les patients vers ces différents professionnels qui peuvent avoir une attention beaucoup plus particulière, en tout cas dans le domaine du cheveu. Pour ce qui est de notre part, donc c'est majoritairement la peau et donc les ongles qui sont notre activité principale. Donc nous pouvons apaiser par le biais de massages, puisqu'on peut intervenir sur les mains, sur le visage, sur les pieds, sur les cuirs chevelus. Notre toucher est aussi bienveillant, puisque nous avons comme outil le Nursing Touch, qui permet effectivement d'avoir un apaisement en particulier en palliatif, ce qui nous permet de pouvoir accompagner la personne jusqu'au bout de son chemin. Nous avons aussi la possibilité d'être un support, enfin un aidant auprès du soignant. Quand il vient faire un acte qui est des fois un peu envahissant, on va dire, ou en tout cas difficile à supporter.
Et ça nous arrive très très souvent d'être sollicités justement par les soignants pour pouvoir faire la mise en place du cathéter par exemple, ou pour une sonde urinaire, ou pour une ponction d'acide. Ça permet aux patients d'être peut-être plus apaisés et plus aptes à recevoir ce soin. On est aussi très présente par rapport au syndrome main-pied, puisque c'est on va dire, un lieu qui est souvent traumatisé par les traitements. Et donc, on est là pour donner du conseil, pour faire du soin, donner des astuces pour apaiser au maximum ces effets indésirables. Nous travaillons aussi sur l'image de soi, parce que malheureusement, elle est perturbée justement par la chute du cheveu, mais par la chute du sourcil ou de la pilosité, ou à l'inverse, dans certains traitements, un excès de pilosité. Donc, on fait un travail sur le dessin du sourcil, l'apprentissage de ce dessin, donner des petites astuces, savoir comment on peut redessiner son sourcil en respectant la morphologie de son visage. Et exactement de la même manière aussi au niveau du maquillage, où on va jouer aussi sur la colorimétrie, parce qu'on sait pertinemment que certaines couleurs sont plus valorisantes sur certaines personnes que sur d'autres. Et donc, on va apprendre à ces personnes à justement trouver les couleurs qui leur conviennent et qui va les flatter. Alors, ça va être au niveau du maquillage, mais ça peut être aussi au niveau de l'apport vestimentaire, ou aussi de l'apport de la coiffe qu'elles vont porter. Donc, notre travail est axé là-dessus. Pour ce qui est des cheveux, on va plutôt, nous, travailler sur le respect du cuir chevelu, c'est-à-dire dans l'hydratation, de savoir comment le laver, comment on peut améliorer ce confort. Parce qu'avoir la tête sans cheveux, c'est désagréable, mais si c'est confortable, c'est davantage supportable aussi. Donc, notre axe principal, c'est que la personne retrouve son image. On n'est pas là pour la modifier, on est là tout simplement pour qu'elle puisse retrouver un confort quand elle se retrouve devant sa glace. Donc, tous ces apports d'informations peuvent se faire effectivement en individuel, mais nous le faisons aussi beaucoup en atelier, parce que l'importance de l'atelier, c'est aussi la communication, c'est la rencontre avec l'autre. L'autre qui subit les mêmes choses, elles se comprennent, donc il y a de l'échange, il y a une compréhension de ce que vit l'autre, où tout le monde n'est pas dans la même étape non plus, donc il y a une forme de transmission, et on est là pour donner ce soutien et astuces. Et le fait d'être en atelier, ça apporte une convivialité et une détente, et on arrive à rire ou à sourire en tout cas de ce qui se passe, et tout ça bien sûr dans la bienveillance et une grande écoute. Donc on est aussi présente auprès des patients qui sont en traitement de radiothérapie, parce que là aussi, le cutané est énormément perturbé, et donc toujours en accord et en collaboration, bien sûr, avec les radiothérapeutes, parce que c'est un travail d'équipe et de respect aussi mutuel de ce que nous pouvons apporter les uns aux autres. Je voulais soulever aussi ce que nous pouvons apporter mutuellement, que ce soit le soignant et nous, auprès du patient. Ce qui est important pour nous, en tout cas, c'est d'être présent auprès des staffs qui se font dans la matinée ou l'après-midi, peu importe. Mais pour nous, ce qui est important, c'est d'entendre aussi les problématiques rencontrées, ce que vit le patient dans son quotidien, puisqu'on n'est pas forcément présente tout le temps, malheureusement. Et donc, pour nous, c'est important, quand on va approcher le patient, de le connaître complètement.
Donc, cette prise en charge, il faut qu'elle soit vraiment affinée pour qu'on ne soit pas intrusive auprès du patient. L'avantage aussi dans notre métier, c'est que nous avons peut-être la chance d'avoir une écoute active plus importante, puisqu'on est dans l'échange, on prend le temps. Pendant nos soins aussi, c'est un atout supplémentaire parce qu'on est en action par le biais du toucher, et donc forcément ça amène un déliement de la langue, et la confidence est souvent très importante dans ces moments intimes, et donc le toucher est un atout primordial. Et puis, il y a ce côté aussi de la légèreté. C'est un acte de douceur, c'est un acte féminin aussi beaucoup, bien que nous rencontrions beaucoup de messieurs aussi. Mais il y a ce côté intimité, légèreté qui sont propices justement à la confiance et à notre tour de pouvoir transmettre auprès du soignant les choses que l'on peut redistribuer pour avoir aussi une meilleure prise en charge côté soignant. Donc, je pense avoir fait le tour de ce que j'espérais pouvoir dire. Je ne sais pas si Marie-Christine a envie de complémentariser ce que j'ai pu dire de ce côté-là. Non, je pense que tout a… Enfin, si, moi, je vais revenir sur donc toute cette pratique. En fait, on a eu, toutes les deux, on a fait une formation. Il faut faire un cursus bien spécifique parce que moi, je sais que je l'ai fait, j'avais plus de 20 ans d'esthétique auprès des bien portants, on va dire, à mon actif. Et j'avais envie d'aller vers la personne atteinte du cancer pour des raisons, souvent, on ne fait jamais rien par hasard dans la vie. Et donc, moi, je me suis tournée, à l'époque, il n'y avait que ça, en 95-94, il n'y avait que le CODES à Tours. Donc, pour être socio-esthéticienne et pour porter ce titre, puisque c'est réglementé, il faut avoir suivi ce cursus. Donc, on a une formation, comment dire, qui avait… la socio-esthétique a démarré dans les années 60. C'était une esthéticienne de Lyon qui a fait ça dans certains services. Et après, il y a eu René Rouzière à Tours qui a fait du bénévolat au départ dans des services et sur Tours. Et au vu de ce qui se passait, elle dit c'est bien, mais il faut faire une formation avec l'aide de médecins tourangeaux. Donc, elle a créé le CODES à Tours. Et la formation est inscrite au enregistrée au RNCP depuis 2007. Et il existe également 2 DU en socio-esthétique, Paris et Nantes. Et donc, on a des cours avec des professionnels. On ne nous apprend pas notre métier d'esthétique, d'esthéticienne, ça c'est sûr, mais on nous donne tout ce qu'on doit savoir pour travailler auprès des personnes qui sont fragilisées par le cancer ou autre, puisqu'on peut intervenir un peu partout, avec des personnes de terrain, oncologues, cadres IDE, infirmières, socio-esthéticiennes expérimentées. Et on a des cours qui n'ont rien à voir avec ce qu'on avait appris avant. Ça va de la psychiatrie, la psychopathologie, dermato, soins palliatifs. Et en fait, c'est vrai qu'avec ce cursus, on peut intervenir partout. Et donc, la formation sont des heures, des stages, des blocs de compétences et une soutenance en fait de 12 heures pour avoir la fameuse certification de socio-esthétique. Et c'est comme ça qu'on peut être socio-esthéticien. Et il y a de la formation continue, bien sûr. Voilà, et il y a aussi une formation continue. C'est comme ça qu'on s'est investi dans le Nursing Touch, dans le TP. Enfin, on peut faire de l'aromathérapie, on peut faire différentes choses en formation continue. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Donc, c'est quand même une formation qui nous a pris 1 an de notre vie. Donc, on en est fiers. Et c'est pour ça qu'on est fiers d'être socio-esthéticienne. Voilà, je pense qu'on a répondu à tout et que l'on est dans les temps. Non, pas tout à fait, si. Non. Si, très bien, c'est parfait. Du coup, pour passer la parole au docteur Isabelle Niclès de l'Institut du cancer de Montpellier, n'hésitez pas à poser vos questions au fil de l'eau par écrit dans l'onglet « Conversation ».
Je viens de vous envoyer un petit message à cet effet. Et pour rappel, et ceux qui n'étaient pas encore connectés tout à l'heure lors de l'introduction, vous aurez la possibilité de lever la main. On vous démutera les micros à la fin de la deuxième intervention du docteur Niclès pour que vous puissiez aussi intervenir oralement et interagir avec nos intervenantes. Bonjour, bonjour à tous. Donc, je voulais vraiment remercier le réseau de m'avoir invité à parler et à transmettre et à partager avec vous effectivement tout un domaine de la médico-esthétique. Je suis très touchée aussi par l'intervention de mes collègues socio-esthéticiennes, puisque sur Montpellier, je me suis pas mal engagée aussi avec le CWE, justement depuis des années. Donc, je trouve effectivement il y a beaucoup à faire et ce que vous faites est un travail extraordinaire parce qu'il relève vraiment de l'humanité, là où de plus en plus le soin aurait tendance à se déshumaniser. Je crois que c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire et vous l'avez rendu avec beaucoup d'émotion. En tout cas, vous m'avez beaucoup touchée. Alors, je suis donc salariée au centre anticancéreux à l'ICM à Montpellier. J'ai aussi une activité libérale en libéral Montpellier. J'ai 2 activités. Je fais de la médecine médico-esthétique, la médecine réparatrice, et je suis aussi médecin thérapeute non médicamenteux, responsable à la faculté de médecine de l'enseignement de l'hypnose et formatrice d'ailleurs à ICM. J'ai un groupe de formation sur l'hypnose là en ce moment. Alors, dans ma présentation, je vais faire une partie technique médico-esthétique. Je vais vous les lister, les détailler un petit peu, et puis après, on verra quelques applications sur les thérapies non médicamenteuses. Alors, en technique médico-esthétique, c'est vrai que le public que je vais cibler maintenant, c'est un public qui est surtout sur le cancer du sein. D'abord parce que moi, effectivement, sur Val d'Orel, je suis spécialisée là-dedans et que sur les actes de réparation esthétique, autant mes collègues tout à l'heure faisaient en accompagnement pendant tout le parcours de soins des actes pour éviter justement les effets secondaires et essayer de maintenir au maximum. Quand moi je vais intervenir, je vais être en fin de parcours de soins, en tout cas de réparation chirurgicale, et ça sera vraiment pour réparer ce que les traitements, chirurgie, radiothérapie, chimiothérapie ont effectivement un petit peu abîmé. Donc, c'est vraiment très complémentaire et les deux doivent se potentialiser parce qu'effectivement, si en amont, il y a beaucoup de prévention qui est faite, je pense qu'effectivement, de toute façon, il y aura moins de dégâts à la suite. Alors, il y a des réparations. Alors, c'est vrai que les patientes que je vois, cancer du sein, en fin de parcours, qui sont souvent longs, c'est pas facile, même si de plus en plus on rend cela de plus en plus accessible. Mais j'ai souvent des patientes comme ça avec de l'hypersensibilité cutanée quand même et de la tolérance à la douleur, ce qui explique aussi des fois les approches complémentaires. Alors sur les techniques à proprement parler, on peut parler tout d'abord de la reconstruction de la plaque aréolo-mamelonnaire. Cette reconstruction, elle est faite soit post-chirurgicale avec la reconstruction immédiate, soit la reconstruction différée. Le geste de reconstruction de la plaque aréolo-mamelonnaire, suivant si c'est une chirurgie sur l'embout autologue du grand dorsal ou si c'est sur une prothèse avec une voie d'accès qui est antérieure. En général, on intervient, je préfère moi, en tout cas c'est ma consigne, oui, comme mes collègues, je ne suis pas encore à la retraite, mais très très près, je pourrais la prendre pour le 1er août, mais je vais quand même rester, si je ne la prends pas, en emploi retraite parce que j'ai encore beaucoup d'activités là à faire. Donc, si c'est effectivement, suivant la chirurgie, en pleine peau ou sur une peau dorsale, c'est vrai que les techniques vont être un petit peu différentes. Le délai que je préconise moi, entre la fin de la chirurgie et l'acte de dermopigmentation médicale, dit tatouage médical, tout ça c'est des synonymes qui sont cotés CPAM, c'est reconnu comme dans la nomenclature des gestes médicaux. Je préconise au moins 2 mois après la chirurgie. Je sais qu'il y a des collègues qui peuvent préconiser des fois, on peut faire ça en post-op immédiat, il y en a qui font ça aussi. Il y en a qui font beaucoup plus longtemps. À une époque, j'avais un très grand délai d'attente, donc on attendait plus longtemps, mais c'était parce que j'étais moins accessible. On a doublé et triplé mes temps de consultation, donc du coup, mon temps d'attente s'est raccourci. On est beaucoup plus confortable et
trop attendre entre la fin d'une chirurgie et la reconstruction de la plaque aréolo-mamelonnaire par tatouage médical ou dermopigmentation médicale, il y a aussi quelque part un petit désengagement qui se fait pour la part des patientes parce qu'on aimerait aussi quelque part tourner la page rapidement. Et tant que ce geste n'est pas fait, c'est un tout petit geste par rapport à tous les soins qu'il y a eu en amont. Je ne dévalorise pas mon geste, mais c'est vrai que c'est un petit geste, mais qui met de la couleur et qui rend de la fonction au sein. Parce qu'un sein sans aréole, il manque quand même quelque chose au niveau féminin. La technique en elle-même, peut-être certains d'entre vous le font, on dessine ou pas une aréole. Si c'est des lambeaux autologues de grand dorsal, en fait, le chirurgien a évidé la zone, donc en fait, on n'a pas de dessin à faire, donc il faut pigmenter la zone pleine. On fait bien entendu, je fais ça depuis les années 1993, donc maintenant on dit, je sais que c'est un petit peu à la mode, on dit tatouage 3D, mais en fait, avant, on disait on fait du relief, on fait du volume. Un jour, repris d'ailleurs un prof de dessin. Le vrai terme, c'est volume, c'est ni relief ni 3D. Donc, le but étant de rendre le plus réaliste possible, le plus d'illusions possible par rapport au côté contralatéral. Donc, se pose le choix des dessins, se pose le choix de l'emplacement, se pose le choix de la nature des pigments, de la colorimétrie de la peau aussi, pour raccorder effectivement des pigments, en sachant que le pigment dans son flacon, il a une teinte, mais c'est comme les parfums, dès que vous l'insérez dans le derme, ça va se modifier avec le pH de la peau et vous pouvez avoir des variations, des modifications de couleur. Alors, si vous prenez des pigments qui sont… Moi, je n'utilise que des pigments médicaux, qui sont certifiés médicaux, qui sont du matériel médical. Personnellement, je travaille avec les pigments Biochromaderm, c'est une boîte marseillaise, Biotique Phocéa, dont je connais la renommée et le sérieux, le professionnalisme. Et donc, il y a beaucoup travaillé sur ça, qui est la première boîte d'ailleurs en Europe qui travaille sur ça, et qui a fait un concept de pigments entre un des mélanges de pigments minéraux qui peuvent être naturels ou organiques et des pigments organiques qui, eux, sont tout le temps synthétiques et qui sont très, très fiables et qui donnent donc une grande sécurité de travail. Alors, il y a plein de problématiques aussi autour des pigments, des encres. Peut-être on verra ça si vous avez des questions dessus. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, ça se pigmente avec un appareil qu'on appelle un dermographe, sur lequel on met une cartouche, c'est-à-dire c'est des aiguilles. Sur la PAM, en général, on met des peignes aiguilles pour faire du remplissage et aussi, donc, on peut faire des aiguilles plus fines pour faire du détail. Le pansement que l'on met, alors le temps qu'on met, je fais à peu près 8-10 pigmentations par jour, chaque semaine. Si vous comptez depuis 25 ans, je m'étais amusée un jour à faire le calcul. J'ai un certain nombre d'expériences. On parle souvent aussi que des beaux résultats. On le verra tout à l'heure. On peut aussi avoir, il faut faire très attention, on peut aussi avoir pas mal d'effets secondaires. On a des prothèses dessous, ce sont des peaux fragiles qui des fois peuvent réagir de façon particulière. Donc, une fois qu'on a fait cet acte, donc qui est médico-chirurgical, on le met souvent dans le médico-chirurgical, on fait un pansement. On a codifié, moi, avec mes collègues infirmières de Val d'Orel, d'ICM à Montpellier, un pansement avec un tulle Gélonette Plus. C'est très peu gras, ce n'est pas comme dans les tatouages où on met beaucoup de gras. On a mis vraiment des mois à codifier ça. On met en place ça sans l'enlever avec un soutien-gorge ou une brassière que les patientes gardent pendant 4 jours ou 5 jours. Et sous la douche, en fait, on fait décoller cette petite membrane de Gélonette Plus pour éviter d'arracher s'il y a un phénomène de cicatrisation qui se ferait avec un petit peu trop de croûte, qui pourrait en fait dépigmenter certaines zones, ce qui est quand même assez rare. Mais il vaut mieux prévenir, comme on dit, que guérir. Si jamais la cicatrisation, parce que des fois, la peau, elle aussi, elle est vivante, elle prend des fois un petit peu plus de temps, les patientes refont spontanément le patient pour 24 heures toute seule. Alors, les effets secondaires qui sont, on va dire, qui peuvent être communs, mais qui sont un peu normaux. Il peut y avoir des fois, en fonction des sensibilités de la peau et des sujets, des patients, un petit peu de sensation d'irritation. Le geste faisant, moi, personnellement,
sous anesthésie locale, car je vise un confort total, ne serait-ce pour diminuer les effets secondaires dus au stress dû à la douleur. Et puis souvent, j'ai des patientes, les patientes comme ça qui sont dans le parcours, effectivement, ont eu beaucoup de choses, et savoir qu'on peut être vraiment complètement décontracté, ça peut être très, très important. Je suis aussi donc spécialiste de l'hypnose, donc il m'arrive aussi de les aider avec les thés hypnotiques pour favoriser le confort. Donc, côté antalgie, c'est l'anesthésie qui fait l'antalgie. Vous pouvez aussi mettre simplement de la crème éclat. C'est une crème anesthésiante. On a maintenant des dermographes qui sont très perfectionnés, qui sont très peu antalgiques, qui sont de moins en moins agressifs. Donc, c'est vrai qu'ils sont de plus en plus confortables. Donc, le geste en lui-même, qui est quand même de la scarification du derme, hein, c'est quand même, on scarifie le derme, hein, on est dans le derme moyen superficiel, ce qui en fait quand même de la démopigmentation qui est permanente, avec un effacement un petit peu autour du temps des pigments qui va nécessiter à convention du patient des reprises et des retouches pour corriger le pigment, pour corriger les dessins et pour remettre un petit peu de couleur quand les macrophages de la peau ont trop résorbé la pigmentation. C'est pareil si le risque, pendant un moment, il y a une grande polémique sur le risque des encres de couleur et des risques cancérigènes. Il y a une étude franco-allemande qui est actuellement dessus. Il n'y a pas encore de preuves, en tout cas, ça ne fait pas de cancer de la peau. C'est simplement un questionnement sur la résorption qui va au niveau lymphatique et qui vient effectivement faire des corps étrangers au niveau lymphatique. Et quelqu'un qui a eu un cancer, c'est les lymphatiques qui véhiculent les métastases. Et on se pose quand même un peu de questions quand on fait de trop grands tatouages avec beaucoup d'encre. On n'a pas de réponse formelle, mais on peut au moins se poser une question pour y réfléchir. On en parlera si vous voulez. Les effets secondaires, donc en général, ça se passe bien, on n'en a pas. Et puis, il peut y avoir quand même aussi, il faut aussi dire des fois, moi, ça m'est arrivé une seule fois, bon, en presque 25 ans de travail, mais je l'ai vu une fois. Il y a des contre-indications de maladies. Hein, si quelqu'un est un diabète, surtout s'il n'est pas stabilisé, s'il y a des maladies immunodépressives hein, ou des traitements immunosuppresseurs, s'il y a naturellement des allergies, sur le plan des dermatoses particulières, c'est pareil, s'il y a des névus, on ne va pas là-dedans. Les très grandes aréoles aussi, ça peut poser quelques problèmes, et on les pigmente quand même parce que c'est important. Et puis, il y a des contre-indications, en tout cas passagères, médicamenteuses. Les traitements immunosuppresseurs pendant la chimiothérapie, moi, je ne fais pas parce que le système immunitaire est déjà bien occupé à lutter contre la maladie. Donc, ça, on n'est plus justement dans l'accompagnement par mes collègues socio-esthéticiennes de prévention pendant les soins. Donc, je préfère vraiment, moi, agir vraiment en amont. Donc, s'il y a des reprises de chimiothérapie, je diffère toujours ce geste de pigmentation. Les anticoagulants, hein, ce sont des patients qui sont polymédicamentés souvent. Donc, il y a des anticoagulants, il y a des anti-agrégants plaquettaires, il y a de l'aspirine, il y a des anti-inflammatoires. Donc, pour avoir un geste moins traumatique, si c'est possible, il faut demander effectivement au patient de l'arrêter 2 jours à quelques jours avant pour faciliter le geste et la prise de pigments. Alors, des cas très graves aussi de complications, moi ça m'est arrivé, hein, donc d'infection, d'où l'hygiène, l'éducation pendant le pansement des patients est très important. Il faut éviter de soulever, de mettre les doigts, ça fait des portes entrées puisque chaque dermopigmentation, chaque mouvement de l'aiguille en fait fait une effraction cutanée. Et une effraction cutanée, c'est une rentrée possible de virus, de bactéries, de beaucoup de parasites. Donc, j'avoue que en général, quand il y a des petites complications comme ça d'infection, qu'on n'est ou pas obligé de traiter par antibiothérapie, ça dépend de localement l'état, le type de prothèse. Il y a des prothèses, il y a des petits lobes, des petites membranes, des choses comme ça. Mais ça peut arriver, on peut aller jusqu'à effectivement la prescription d'antibiothérapie. Et ça m'est arrivé une fois dans ma vie, j'espère, voilà, on est arrivé jusqu'à déposer la prothèse. Hein, parce que la patiente était en plus diabétique, il y avait un problème effectivement de cicatrisation, elle avait fait donc un problème de réaction en même temps allergique, infectieux, et on a été obligé de déposer la prothèse et le chirurgien était obligé de réintervenir. Donc, c'est pas marrant pour personne du tout.
Donc, il ne faut pas croire que c'est un geste qui est très sécure, qu'on peut faire en toute conscience. Il faut de la formation, il faut de la connaissance médicale, il faut de la connaissance des maladies, il faut de la connaissance du dossier du patient. Et si on respecte tout ça, et de l'hygiène, bien entendu, ça c'est un minimum, et ben, effectivement, en général, on n'a jamais de complications, mais sachons-le, ça peut quand même arriver. Jamais n'existe jamais. Alors, au niveau de la législation aussi, c'est l'acte de reconstruction de la plaque aréolo-mamelonnaire après la chirurgie du cancer du sein. Donc, on n'est pas dans de la chirurgie esthétique réparatrice, on est vraiment spécifique du cancer du sein. C'est dans la nomenclature des actes médicaux, c'est un acte médical qui est remboursé par la CPAM et qui est facturé en secteur 1, si vous ne prenez pas de dépassement d'honoraires, 125,40 €. D'accord ? Alors, c'est vrai que par rapport au coût du matériel, comme beaucoup et tout le temps, les actes médicaux sont toujours mal évalués, mais n'empêche qu'effectivement, les patientes ont le bénéfice de pouvoir, quel que soit leur niveau de pouvoir d'achat, de pouvoir être reconstruites jusqu'au bout. Parce que sinon, ça pose effectivement un petit problème de financement. Parce que si ce n'est pas remboursé, ça peut être aussi des tarifs qui sont beaucoup plus chers que ça. Voilà, ça c'était pour le petit point de législation, mais bien entendu, moi je travaille activement aussi sur cette recherche, c'est que ce soin médical, on peut aussi le dédier à des professionnels de santé ou des socio-esthéticiennes, puisque moi j'avais commencé à travailler pour que les socio-esthéticiennes soient reconnues aussi dans le domaine des professionnels de santé. Je trouve ça vraiment qu'il y a une énorme place dans cette reconnaissance, hein. Donc, c'est un acte qu'on peut dédier, mais effectivement, ça reste un acte médical, donc sous la responsabilité médicale. Et si vous le faites dans une structure, ben, vous êtes sous la responsabilité médicale et naturellement, la cotation est une cotation médicale. Alors, ça, c'était sur les PAM. Dans la pigmentation, vous pouvez aussi faire, mes collègues en ont parlé, mais avec le travail d'esthétique, hein, avec les crayons de marquage, de maquillage, avec surtout des crayons aussi qui sont de plus en plus performants. On peut faire aussi de la pigmentation des sourcils. J'en ai fait pendant des années. J'avoue que maintenant, je n'ai plus le temps, donc je ne les fais plus. Je connais beaucoup de socio-esthéticiennes, d'esthéticiennes, de dermopigmentation aussi qui le font très, très, très bien, qui respectent toutes les règles. C'est quand même aussi dans les actes médicaux, c'est dans la nomenclature des actes médicaux, mais par contre, là, la CPAM ne rembourse rien. Donc, il y a plein de techniques. Alors, c'est au choix. Ben, soit on fait du tatouage semi-permanent, permanent, soit aussi, effectivement, avec des crayons de maquillage, on peut avoir maintenant de très, très bons produits qui tiennent bien, car les pigments sont de plus en plus stables, de plus en plus sécures, mais le pH d'une peau, le stress, la douleur, les maladies, les traitements peuvent modifier le pH de la peau et malgré la stabilité des pigments, peuvent faire virer tout pigment. Un pigment, dire qu'un pigment ne vire pas de nos jours, je pense que ce n'est pas prendre en considération en fait le contexte dans lequel on implante le pigment, mais simplement dans l'éprouvettes. Alors, il peut y avoir aussi un travail sur les cicatrices. Je fais un petit focus sur les cicatrices de porte à 4 qui sont toujours, la mise en place est toujours émotionnelle. Moi, avec les infirmières que j'ai en formation là, je leur fais faire un travail avec l'hypnose sur ces cicatrices-là. Peut-être parce que c'est l'implantation des chambres dans lesquelles on va passer la chimiothérapie, que c'est un des premiers soins qu'on fait, que les gens sont des états émotionnels qui sont particuliers et très sensibles. Et donc, il y a beaucoup d'émotions dans les cicatrices et on a souvent des problèmes de cicatrisation sur ces portes à 4. Donc, il y a vraiment quelque chose à faire. Au niveau des cicatrices des portes à 4, on voit souvent, ou ailleurs, hein, des cicatrices donc, qui sont avec un manque de substance, avec une hypotrophie dermo-épidermique, donc un tissu de soutien qui est beaucoup plus léger. Moi, personnellement, en tout cas, je fais des techniques de laser avec de la photoréjuvénation. C'est des lasers Nd:YAG qui tirent à 1062 nanomètres et qui permettent justement, sans agression, de créer une inflammation par mécanique, hein, par la l'onde électromagnétique, et ça redensifie le derme et effectivement on peut avoir là pas mal de résultats. Malheureusement, dans cette codification, nous n'avons pas de prise en charge par rapport à la CPAM.
Sur les cicatrices aussi périaréolaires, bien entendu, on peut les blanchir. Hein, quand elles sont rouges, on peut les pigmenter. Et si elles sont blanches, on les pigmente. Et on peut faire aussi, c'est une vieille technique, moi je faisais ça dans les années 90 avec des aiguilles de mésothérapie. On ne mettait pas de produit dessus et en fait, on pouvait le faire comme ça aussi en prenant une simple aiguille, hein, tout simplement. Si vous piquez la zone, en fait, vous créez une réponse, une agression de la peau et la peau a tendance à répondre par la voie de la cicatrisation. Et si vous n'avez pas d'extinction de la, on va dire, de la mélanogénèse, de la pigmentation de la peau, vous pouvez faire repartir un petit peu de mélanogénèse. Mais ça ne marche pas à tous les coups quand même, d'accord ? Sur les kéloïdes, alors il y a beaucoup de kéloïdes. Alors en fonction déjà de la nature de la peau, vous avez des types de peau qui font beaucoup de kéloïdes. Et puis des fois, c'est le stress aussi, des composantes émotionnelles qui vont favoriser les kéloïdes, voire les cicatrices hypertrophiques assez pathologiques. On n'y pense pas assez. Moi, les chirurgiens avec moi à Val d'Orel le savent, donc ils me les envoient. Et en fait, on fait des injections de corticoïdes de retard dans la cicatrice, donc c'est un acte médical ou paramédical, on peut le déléguer à nos collègues infirmières bien entendu, qui vise à injecter, c'est comme si vous preniez un extincteur et que vous soufflez d'un seul coup cette kéloïde, et on a de très très bons résultats dès la première injection, on peut en faire 2 ou 3 à un mois d'intervalle, donc on a des très bons résultats sur le côté fonctionnel, le prurite, la douleur, les démangeaisons, l'inconfort, mais aussi sur le blanchiment et sur donc l'aplatissement de la cicatrice, et on va s'aider en même temps avec des pansements siliconés qui sont des pansements dits réducteurs de cicatrices. Alors, notre focus, on va parler là des séquelles de radiothérapie. Alors, c'est de moins en moins, nos collègues radiothérapeutes et les techniciens font de plus en plus des micro-tatouages, donc vraiment on voit les points qui sont très 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 fins. Il faut savoir qu'on peut les enlever au laser. Moi personnellement, je préfère les enlever au pince chirurgical, on met du Steri-Strip et puis on n'en parle plus. Après, on va rejoindre un petit peu le travail en commun avec mes collègues socio-esthéticiennes. Alors, tout d'abord, un petit peu une approche qui est, on va dire, assez médico-esthétique. Donc, médecin, c'est l'injection dans le corps de produits de comblement, puisque la radiothérapie, la chimiothérapie, le stress, la pénibilité, tout ça, ben, on a une accélération du vieillissement. Malgré des fois le beau travail en amont de prévention, il faut le faire. Je crois qu'il faut miser sur cette prévention en amont, mais quelquefois, en fonction de la nature de la peau, en fonction du code génétique, en fonction des facteurs dégradants aussi du vieillissement cutané, on a une accélération du vieillissement de la peau qui porte un coup aussi au moral des patients. Et là, on peut faire effectivement, alors c'est un petit peu plus la médecine esthétique traditionnelle, des injections donc d'acide hyaluronique et voire de toxines botuliques sur le haut du visage. Je reste en général dans des approches assez naturelles et avec des petites doses parce qu'on a des peaux qui sont hypersensibles et qui peuvent aussi très mal réagir. Personnellement, je refuse de le faire pendant les chimiothérapies parce qu'il y a des histo-incompatibilités, il y a des médicaments dont on ne connaît pas les interférences entre eux. Donc, je trouve que c'est prendre un risque et je suis en général assez prudente. Donc, je préfère ça et d'ailleurs, les patients aussi. Parce que quand on est en chimiothérapie, c'est vrai que le côté du vieillissement de la peau, on n'est pas encore là-dedans, on pense à sa survie, on pense à guérir. Alors, voilà, mais je voulais parler aussi donc, des soins socio-esthétiques, hein, c'est-à-dire tous les soins de réhydratation de la peau hein, qu'elles font, qu'on peut vraiment développer avec des produits qui sont très hypoallergisants. Hein, je sais qu'ici, nous, on travaille beaucoup avec les laboratoires Aven, hein, dont on a beaucoup de dotations, parce qu'en même temps, ils travaillent aussi avec le CWE, mais il y a aussi la Roche-Posay hein, qui est très, très active sur ce sujet. Et puis, cette prescription aussi au niveau des cures thermales, hein, parce qu'il y a des cures thermales maintenant qui sont spécifiques post-cancer, donc avec une prise en charge spécifique post-cancer, en plus éventuellement d'une indication première qui peut être la douleur ou certaines dermatoses qui peuvent apparaître avec, on a parlé tout à l'heure, mes collègues ont parlé du syndrome pied-main. Il y a beaucoup de pathologies dermatologiques et nous pouvons faire des prises en charge au niveau des cures thermales. Donc, il faut aussi y penser. C'est pris en charge, c'est prescrit et les patientes donc, de tout niveau financier peuvent en bénéficier. Alors, voilà, je suis un petit peu rapide sur ça. Le deuxième volet que je voulais aborder avec vous, c'était les techniques non médicamenteuses complémentaires. Hein,
On est en complémentaire avec toutes les techniques conventionnelles, bien entendu, chimio, radio et chirurgie. C'est des techniques dites adjuvantes, dans lesquelles, effectivement, moi, je suis spécialisée dans l'hypnose médicale, puisque voilà, depuis vraiment de nombreuses années. Ces approches font partie intégrante des soins de support, bien entendu, peuvent rentrer complètement dans le nouveau parcours de soins global après cancer défini par les agences régionales de santé, dont effectivement il y a déjà tout un plan sur la douleur en particulier, sur la sexualité, la nutrition, la diététique, la psychologie, la prise en charge socio-familiale, professionnelle, les aidants, la famille. En fait, c'est vraiment très riche. Et il faut aller de plus en plus, il faut informer les patients qu'on peut faire cette prise en charge qui est transversale et très globale et qui est diligentée par les soins de support. Alors, moi, à ma spécialité à moi, dans mon activité médico-esthétique à Val d'Orel, je prends en charge la douleur aiguë avec l'hypnose puisque je fais des gestes qui sont iatrogènes et qu'il faut savoir que quand vous faites des gestes iatrogènes, quand les gens ont trop mal, sont trop stressés, vous pouvez avoir beaucoup d'effets secondaires et en effet ce qu'on appelle en pigmentation un effet Koebner qui est en fait l'apparition de dermatose sur des zones qui sont micro-lésées. Alors, il y a peut-être un soutien dessous, c'est-à-dire une prédisposition à faire la maladie. En particulier, ça peut faire du lichen plantar et du psoriasis. Donc, il faut savoir quand on fait effectivement des effractions cutanées, des micro-traumatismes, on peut favoriser des pathologies et des dermatoses. Et ce n'est pas si facile que ça après à revenir en arrière. Alors, j'utilise bien entendu aussi avec tout ce qui va être l'anti-stress, le confort, parce que plus vous travaillez avec un patient qui est bien, qui est décontracté, et ça c'est prouvé, moins vous avez d'effets secondaires. Et ça a même été chiffré en sous, parce que les pouvoirs publics, ils répondent beaucoup aux économies budgétaires, c'est le nerf de la guerre, donc on le comprend bien, de 50%, un coût financier inférieur. Je pense qu'il faut développer des fonds et il faut activer de plus en plus en prévention avec les socio-esthéticiennes et sur tous ces soins médico-esthétiques après, effectivement, ces prises en charge parce que c'est vraiment une question pour ma part de santé publique. Alors, je peux l'utiliser aussi pour les phobies, parce que alors, par contre, des fois, vous avez des gens qui sont phobiques, c'est même pas de la douleur, c'est du stress, donc je l'utilise dans ce cas-là. Et puis, il y a aussi toute une particularité où on peut aider, c'est de l'aide directe à de la cicatrisation, ce qu'on appelle, nous, en processus hypnotique, de la suggestionnabilité des fonctions biologiques, et où on peut aider à la cicatrisation. J'ai des infirmières qui, effectivement, font des séances d'hypnose post-après cicatrisation parce qu'elles ont des soucis et ça règle les problèmes. Le corps est vivant. Les prothèses qu'on peut mettre, c'est inerte, mais le corps, la moindre cellule dans un corps humain, c'est intelligent. Et ça a de l'émotion et on peut communiquer avec. Alors attention à la gouroutisation, là, parce qu'il faut rester dans la science, il faut rester dans des choses acceptables, sinon c'est la porte ouverte à tout et à n'importe quoi. Mais en tout cas, il y a toute une dimension d'action humaniste, d'action dans la relation thérapeutique. Et c'est ça qui est vraiment, comme mes collègues ont parlé tout à l'heure, qui m'a beaucoup touchée, c'est que vous avez rendu cette relation thérapeutique, ce lien sécure, cet espace où le patient va pouvoir s'abandonner à vous, vous livrer des choses et on va avoir accès encore plus à des données qui aident après sur le plan médical énormément. Donc, pour moi, c'est vraiment des approches qui sont indispensables. Alors, bien entendu, aussi la réhabilitation du soi. Moi, j'ai inventé des techniques en auto-hypnose avec des touchés. On a parlé du toucher, le toucher massage, avec le toucher du sein, quand effectivement le deuil de l'ancien sein n'est pas fait, malgré la beauté de la reconstruction, parce que les chirurgiens travaillent de plus en plus hyper bien, c'est époustouflant le travail qu'ils font. Mais effectivement, le sein n'est pas approprié et donc on va avoir des douleurs fantômes. On va avoir des problèmes de cicatrisation. Et donc là, j'ai codifié toute une approche auto-hypnotique pour aider les femmes à se réapproprier cette image, à réhabiliter le corps pour effectivement pouvoir tourner la page et avoir une meilleure qualité de vie, une meilleure autonomie. Donc cette autonomisation du patient, je crois qu'en fait, quand on travaille sur ces aspects comme ça, physiologiques, humanistes, c'est de la physiologie avec des produits comme ça, mais où l'énergie et l'énergie humaine, et je crois qu'il faut mettre un tapis rouge, il faut mettre un tapis rouge à ça, parce qu'en plus de ça, pour faire du terre-à-terre, on fait quand même 50% d'économie de santé.
Voilà, je vais stopper là. J'espère que je n'ai pas trop débordé. Et je laisse là. Voilà, je vous rends le micro. Merci beaucoup Isabelle. Non, c'était parfait. Merci beaucoup pour cette intervention très très riche et claire. Il y a une question dans la conversation du dispositif d'appui à la coordination de l'Ariège. Si la chirurgie date depuis de plusieurs mois ou plusieurs années, est-ce qu'il est toujours possible d'avoir recours au tatouage, Isabelle? Est-ce qu'il est remboursé même si effectué tardivement? Alors, techniquement, il est toujours possible de le faire, puisque de toute façon, moi, des fois, je refais. Alors, ça dépend des peaux, ça dépend des pigments, ça dépend de beaucoup de choses, mais on va dire, il y a une moyenne de durée de vie. Une fois moi, personnellement, je fais 2 passages. Le premier, ça définit bien, et le deuxième, on corrige le dessin et on corrige comme ça un petit peu les couleurs. D'accord? C'est très rare d'avoir besoin de plus de 2 passages. Ça m'est arrivé, mais c'est quand même rarissime. En général, la moyenne, c'est 2 passages. Ces 2 passages, je les fais à 2 mois d'intervalle. Mais après, en fait, avec le temps, il y a cette résorption naturelle des pigments qui va se faire. Et au bout d'un moment, la pigmentation sera trop éclaircie et les patients reviennent pour refaire. Donc, ça peut être 10 ans, ça peut être 20 ans, il n'y a pas d'âge. Pour la question de la prise en charge, là, par contre, il faut faire attention. Il faut que l'ALD, puisqu'en plus, ça, si c'est en ALD, moi, personnellement, je suis secteur 1, je ne prends pas de dépassement d'honoraires. Ça a été mon engagement dans cette cause, puisqu'il y a 25 ans, j'ai fait partie des 4-5 femmes en France qui avaient lancé cette activité. Donc, c'est un petit peu mon bébé. J'aime bien ça, je le protège. Donc, je veux rester secteur 1. Je veux que ce soit le plus de femmes qui puissent aller jusqu'à la fin de cette reconstruction. Donc, si jamais la patiente n'est plus en ALD, soit en fait le médecin généraliste, le médecin traitant, le médecin de famille redemande une ALD, soit sinon la CPAM applique ce qu'on appelle un reste à charge sur 125,40 €. Il faudrait aller le vérifier, je n'ai pas la mémoire des chiffres, mais qui doit être à peu près peut-être de 40 € ou de 30 €. Voilà. Donc en général, quand c'est ça, les patients me disent, bon, mais si ça me coûte 30 € de ma poche, je peux le faire. D'accord? À un moment, j'avais avec le CWE, on avait même développé une petite caisse pour vraiment, parce qu'à une époque, ce n'était pas remboursé par les CPM, pour qu'elles puissent effectivement, à Val d'Orel, c'était offert. C'était gratuit et par la direction de Val d'Orel et en libéral par le CWE. Voilà. D'accord. Merci pour cette réponse. J'ai vu que le DAC 09 s'était reconnecté depuis. N'hésitez pas à lever la main. On va vous démuter. Je vois que Sarah, pardon, excusez-moi. Sarah lève la main. Est-ce qu'il est possible? Voilà, le micro est ouvert, Sarah. Vous pouvez vous poser votre question. Bonjour, moi je suis le docteur Francini, donc Sarah aussi. Je travaille au CHU de Montpellier, donc pas très loin de vous. J'avais 2 petites questions. J'ai pas très bien compris sur la prise en charge par la CPM. C'est possible pour toutes les personnes qui font ce tatouage ou est-ce qu'il faut faire une demande particulière, notamment des accords avec des socio-esthéticiennes qui font ça? Alors, pas du tout. C'est un acte médical dans la nomenclature. Donc, en fait, il n'y a pas de demande d'entente préalable, alors que si on fait du laser pour les séquelles de radiothérapie, là, il faut faire une entente préalable et après accord, il y a une prise en charge. Sur la dermopigmentation de l'aréole, si c'est de la reconstruction de la PAM après la chirurgie du cancer du sein, c'est vraiment très spécifique dans le cancer du sein, c'est un acte médical, il n'y a pas de demande d'entente préalable et c'est remboursé par la CPAM. D'accord, merci beaucoup. Après, on peut déléguer ou pas, mais on reste sous notre responsabilité médicale et la facturation est dans la CCAM des actes médicaux, au même titre que tous les actes médicaux. Et ma deuxième question, c'était que nous, on a un très bon retour, notamment sur les soins de balnéothérapie, où on trouve que vraiment, il y a vraiment une grosse amélioration de la qualité de la peau après radiothérapie, après reconstruction, où vraiment on a même un gain sur le lipomodelage, etc. Vous pensez que du coup, ça peut s'inscrire dans le sens où il vaut mieux faire toute cette thérapie-là de balnéo avant, ou est-ce que ça peut être tout à fait en même temps que la reconstruction? Avant, je n'ai pas la réponse parce que là, on n'a pas fait de double comparatif, on va supputer. Peut se poser peut-être le problème de la prise en charge avant. Je ne suis pas sûre aussi que les patients avant balnéothérapie soient dans cette ouverture d'esprit, parce que du coup, l'esprit est quand même à autre chose. Mais tout ce qui est prévention, de toute façon, à mon sens, c'est un point de vue physiologique, mais tout ce qui est prévention, à mon sens, en amont, favorisera toujours le après. Donc, pourquoi pas? Mais je ne peux pas faire de réponse circonstanciée.
Puisque c'est quand même quelque chose qui n'est pas D'accord, si récent que ça, je crois, hein, la prescription médicale des cures thermales dans le cancer. Mais en tout cas, dans la région, c'est sûr que même Balaruc, pour l'instant, ils sont pas encore tout à fait au point. Hein. Non, ils ne sont pas au C'est point parce que moi, encore j'essaie d'envoyer une amie, je lui ai fait sa demande et bon, c'est pas tout à fait au point. Et ça va le devenir. Merci beaucoup. Plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions parmi les participants? N'hésitez pas à lever la main. Alors, en attendant, moi, j'en ai peut-être une à poser sur le pourcentage ou à peu près la part de patientes qui ont un cancer du sein et qui choisissent de faire le tatouage de l'aréole. Ça représente combien de femmes à peu près qui font ce choix? Alors, je dirais le pourcentage exact, je ne l'ai pas. Je pense qu'on doit arriver peut-être à 70%, je dirais comme ça. Parce qu'il y a maintenant aussi donc une autre approche qui est le tatouage artistique, où effectivement, on fait un tatouage artistique au niveau des cicatrices, donc on ne reconstruit plus forcément l'aréole, mais on part sur le tatouage artistique. Donc ça, c'est les tatoueurs qui font ça. Donc il faut faire bien attention effectivement qui on choisit. Hein. Il faut prendre des professionnels de santé qui sont formés à l'hygiène, etc. Il faut là beaucoup écouter les avis. Il ne faut pas se jeter, parce que là, il y a par contre au niveau des encres de pigments. Vous voyez, quand nous, on fait un petit godet de pigments, c'est 60 € les 2 millilitres. C'est énorme, hein, c'est énorme. Donc, il faut faire beaucoup de pigmentation pour pouvoir même après recréer des couleurs parfaites. Donc, si vous ouvrez qu'un pigment, un pot à chaque fois, ça pose un problème de facturation de l'acte. Hein, 125,40 €, c'est pas beaucoup, hein, d'accord. Et vous voyez, au litre, les pigments au litre qu'achètent les tatoueurs, c'est 25 €. Bon, fatalement, ce n'est pas la même pureté. Donc, il y a des tatoueurs qui prennent des produits qui sont très purs. Je sais qu'il y a des travaux sur les encres, etc., entre tout ce qui va être organique et tout ce qui va être minéral. Mais il faut savoir chez qui on va. Il n'y a pas que des gens, malheureusement. Donc, il faut choisir le tatoueur chez qui on va ou le dermopigmenteur chez qui on va. Voilà. Parce que là, il n'y a pas de… ce n'est pas un métier… Vous voyez, ce n'est pas… on n'est pas sur une législation de l'exercice illégal de la médecine ou des métiers particuliers. Donc, vous avez des gens bien et puis vous avez des gens qui sont peut-être moins bien. Voilà. Comme partout. Je vois Ghislaine qui hoche la tête. Vous voulez commenter, Ghislaine ou Marie-Christine, justement? Oui, mais c'est effectivement avoir une vigilance importante sur le choix de la personne qui va faire cet acte-là. Et pour nous aussi, c'est important d'avoir cette connaissance de ces différents professionnels. Ça fait partie de nos outils aussi, parce que quand on est auprès des patients, elles nous posent ce genre de questions et il faut savoir en prendre connaissance. Et c'est vrai que c'est pas évident entre celles qui disent « mais moi je sais faire » et puis dans la réalité, c'est pas le cas. Donc, pour nous, c'est important aussi d'avoir des bonnes références. Et tout à l'heure, d'ailleurs, j'ai tendu l'oreille, mais j'ai pas bien entendu. Les pigments médicamenteux que vous utilisez, vous, c'est bio Canadair? Alors, moi, en fait, je travaille avec Biotique Fossea. En fait, c'est en Europe l'usine européenne qui fabrique les pigments. Et quand vous passez même sur d'autres fournisseurs, en fait, c'est eux qui les fabriquent. D'accord. Voilà. Et donc, le nom des pigments médicaux qu'on utilise donc dans la PAM, c'est Biochromaderm. Voilà. Donc, c'est des tout petits godets comme ça, de 2 millilitres. Et alors, il y a beaucoup de pigments, j'avoue, qui sont très, très bien placés. Ils sont d'un sérieux extraordinaire. C'est un chirurgien au départ, Tiziano, qui a créé cette boîte à Marseille. Et donc, c'est très sécure. Ils sont très contrôleurs et c'est vraiment des choses très… Alors, ils ont toutes les certifications, ISO, machin, etc., bien entendu. Voilà. Mais nous travaillons qu'avec du dispositif médical. C'est-à-dire même le dermographe, il faut qu'il soit dans un dispositif médical. Ça, c'est nos institutions qui nous obligent à faire ça. Alors, on a encore une question de Jocelyne Tisserand. Le micro est ouvert, Jocelyne. Ah, il est refermé.
Alors, je ne sais pas si on arrive à démuter le micro de Jocelyne. En attendant, Jocelyne, vous prendrez la parole dès que votre micro est démuté. J'ai l'impression que c'est un petit peu long. En attendant, j'ai un commentaire de Jennifer qui voilà, nous dit que pour les cures, elle précise qu'il y a aussi les marques comme Aven, Uriage, la Roche-Posay, qui sont très bien et nos intervenantes hochent la tête, donc ont l'air de confirmer. Uriage aussi. Oui, Voilà, effectivement. Ça il y a été Derma les aussi, premiers à faire des Derma, cures ce sont des... cancers. Oui. Alors, est-ce qu'on arrive à démuter Jocelyne? Ah, le micro est activé apparemment, Jocelyne. Ah, c'est vous qui devez l'activer. Excusez-moi, je viens d'avoir le renseignement. Alors, vous devez, en haut de votre barre d'outils, cliquer sur le microphone. Voilà, super. Ok, c'est bon. Alors, je disais, je me présente, Jocelyne Tisserand de la Guyane, psychosocio-esthéticienne, référente de la Guyane. Je voulais savoir si ces actes-là il faut avoir un cabinet spécifique et en combien de temps ça prend pour faire cette formation? Les actes médico-esthétiques ou les actes de socio-esthéticienne? Les actes pour pouvoir faire tout ce qui est reconstitution mammaire, le mamelon avec soit le tatouage ou autre chose. Et votre question, c'est? Je n'ai pas bien compris. En combien de temps est-ce que la formation dure sur une La année? la formation pour se former, ils préconisent de 3 à 5 jours en général. C'est pour avoir l'outil en main. Ouais, en général, les formations qui précisent, c'est un petit peu ça. Après, c'est l'expertise. Hein. On apprend tous les jours. Hein. Voilà. Ouais. Mais sur les principes même, en général, la plupart de ce que j'ai pu voir, c'est des formations qui vont se faire en 3-5 jours. Ok, très bien. Merci. Ton micro, Maëva. Ton micro, Maëva. Pardon, excusez-moi, je parlais toute seule. Voilà, j'invitais les dernières personnes qui souhaitaient lever la main, éventuellement poser des questions à l'oral. Voilà, je ne vois pas de main levée pour le moment. Donc, je vais vous proposer de conclure, puisqu'il est déjà 14h03, pour ceux qui n'ont peut-être pas eu l'occasion de déjeuner avant de se connecter. J'ai un dernier petit commentaire qui vous remercie chaleureusement, en tout cas nos 3 intervenantes pour ces interventions de qualité. On voit à quel point vous êtes engagés au bénéfice des patients et des patientes. Et on vous remercie en tout cas pour avoir pris le temps de préparer ces interventions, le temps imparti aussi de répondre aux différentes questions qui ont été posées aujourd'hui. Je n'arrive pas à retrouver le petit message, mais voilà, de Séverine, merci beaucoup pour ces différentes interventions et puis les différents participants qui vous remercient chaleureusement. Donc, je vous propose de remplir le questionnaire de satisfaction qui vous a été envoyé par Solène dans l'onglet « Conversation » que je vais partager de suite via un QR code que je vous ai présenté au début. Donc, c'est vraiment important pour nous d'avoir vos retours pour nous améliorer, pour pouvoir proposer d'autres jeudis donc au Occitanie voilà, dans les prochains mois avec des sujets qui vous tiennent à cœur. Je fais aussi un petit save the date pour le prochain jeudi donc au Occitanie, donc la 16e session qui aura lieu le jeudi 29 septembre 2023 et qui portera sur les conseils d'hygiène de vie avec un focus sur toutes les problématiques qui sont relatives aux addictions. Donc voilà, je vous remercie de votre présence. Pardon, c'est le 21 septembre, hein, je corrige, excuse-moi. Le 21 septembre. Pardon, 21 septembre. Conseil d'hygiène de vie avec un focus sur les addictions, donc soyez les bienvenus. Vous pouvez vous inscrire sur le site du réseau Onco Occitanie, www.onco-occitanie.fr. Pensez également à revisionner ou en tout cas à partager le replay de cette session dédiée à la socio-esthétique qui sera en ligne très prochainement.
Voilà, merci à tous. Je vous souhaite un très très bon appétit pour ceux qui n'ont pas déjeuné. Et rendez-vous du coup le 21 septembre. Pardon. Merci à vous. Merci à tous. Merci. Merci. Au Merci revoir. beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir.